Mesdames, Messieurs, la pollution, le braconnage et les prises accidentelles par engins de pêche restent des causes préoccupantes de recul des populations de tortues marines. Présentes dans tous les océans du monde, à l'exception de l'océan Arctique, 6 de cette espèce de tortues sont vulnérables ou menacées. Alors, la problématique donc, de la préservation de ces tortues marines en Afrique de l'Ouest sera donc au cœur de la discussion de ce matin et le thème est libellé ainsi. Afrique, préservation des tortues marines, sensibilisation et après. Et pour en parler, je reçois pour vous deux acteurs principaux, ceux qui, depuis des années durant, s'investissent dans cette lutte. Ils ont pour nom Josia Doussou-Boudjanou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes le directeur de l'ONG Nature Tropicale. Vous êtes de formation naturaliste et vétérinaire. Merci d'être là. Merci aussi. En face de vous, c'est Sagbo Patrice. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes également naturaliste et vétérinaire, directeur de ADED ONG. Vous êtes également dans cette lutte pour la préservation des tortues marines et entre autres, parce que vous avez d'autres actions sur le terrain toujours pour ce qui concerne la protection de l'environnement. Josia Boudjanou, est-ce qu'il est impérieux de mener cette lutte contre la destruction de la faune, de la flore et de tout ce qui constitue aujourd'hui l'habitat pour ces tortues? Et ça fait 15 ans que vous êtes dans ce combat, un bilan global qui se dégage. Oui, et comme vous le savez, je crois que ça doit rentrer dans le quotidien de nos populations, de nos téléspectateurs et autres, que vivre en harmonie avec la nature doit être reçu comme un principe de base. Vivre en harmonie avec la nature, se dit que la nature, sans les hommes, peut exister. Mais les hommes ne peuvent pas vivre sans la nature. Ça veut dire que l'environnement qui nous entoure, les ressources que nous avons autour de nous, en partant de l'air, les animaux, les plantes et autres, c'est que l'homme a un grand besoin dans ça. Et sans ça, l'homme ne peut pas vivre. Mais il est fait le constat que, avec beaucoup de facteurs aujourd'hui qui menacent l'environnement, le cadre de vie, l'homme est le facteur le plus menaçant. Pour les espèces animales. Pour animales. Les espèces animales, végétales et même pour notre cadre de vie. C'est l'homme qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme ne peut pas vivre sans la nature. Mais la nature peut vivre sans nous. Quelqu'un me posait la question de dire un jour, s'il y a des catastrophes, quel est l'impact négatif pour l'environnement? Mais quand il y a qu'est-ce que vous appelez catastrophe? C'est quand l'homme a tout perturbé et la nature se révolte. Et quand nous avons des inondations, les inondations ne sont pas dues au fait que la nature veut se venger. C'est que vous avez créé des impacts négatifs. Vous avez fermé les zones humides où normalement c'est des réceptacles pour la nature, pour les eaux. Et maintenant, l'eau tombe, ou bien il y a la crue. S'il n'y a pas de réservoir pour les eaux, c'est que les eaux vont chercher à aller là où l'homme pense être en sécurité, et là ça crée des problèmes. Ce qui nous amène aujourd'hui à faire cette lutte, et ce n'est pas une lutte qui date de 15 ans, c'est une lutte qui date de plusieurs dizaines d'années, au moins 20 ans, en ce qui concerne notre ONG, parce qu'en son temps, nous avons fait le constat que nous vivons dans les zones humides, mais elles sont mal gérées. La pratique au Bénin, on ferme les zones humides avec les déchets, alors que sans l'eau, il n'y a pas le maïs. Sans l'eau, il n'y a pas la patate douce. Sans l'eau, il n'y a pas le poisson. Mais quand vous fermez les zones humides, les poissons disparaissent. Mais quand vous voyez ce qui se passe proche de chez nous, à Cotonou, et quand vous déposez les ordures et vous devez aller prendre des poissons, ça veut dire que vous avez des poissons mais qui sont pollués. Ça veut dire que depuis ces moments, il était important de travailler, de sensibiliser, de montrer aux gens notre impact négatif sur l'environnement et les mesures à prendre. Et vous demandez le bilan. Effectivement, c'est que avec le temps, on a constaté que la prise de conscience a commencé. Mais si nous voulons atteindre peut-être 40-50%, je crois qu'on n'est pas encore à 10%. Il y a du travail à faire. Plus de 15 ans après, oui, vous êtes il y a à du 10%. travail. 10%. Alors, Patrice Sagbo, vous avez suivi le directeur de l'ONG Nature Tropicale. Vous êtes également dans ce combat pour la préservation des tortues marines surtout. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la campagne de sensibilisation a vraiment un effet sur les populations riveraines, Moi, je pense surtout que elles qui sont au niveau de la côte? Le seul héritage que nous pouvons retenir aujourd'hui,
c'est cet impact dont vous parlez sur les communautés locales. Elles ont été tellement impactées qu'elles ont pris des initiatives personnelles. Aujourd'hui, nous pouvons parler de la journée des tortues marines au Bénin. C'est tous les 8 janvier. Ce n'est pas l'émanation du directeur. C'est les éco-gardes qui ont choisi volontairement de célébrer les tortues marines à partir de leur communauté et elles ont choisi le 8. Ça fait plus de 15 ans que nous faisons cette célébration-là. Et ça a porté. Ça draine du monde. Vous pensez les que... touristes arrivent, tout le monde vient. Et il y a de grandes manifestations. Cette journée est déjà marquée dans l'agenda du Bénin. Et cette année, moi j'étais surpris de voir des Togolais qui sont venus faire cette célébration avec nous. Il y a longtemps que d'autres pays ont voulu également célébrer, trouver une journée, mais ils n'ont pas pu. Des Sénégalais, des Gambiens, ils n'ont pas pu. Et ils sont fiers de ce que nous faisons pour ces espèces-là. Et rien que pour ça, moi je suis très content, je suis heureux. Alors, est-ce que cela voudra dire, M. Boudjanou, que c'est votre lutte qui a amené les autorités, surtout au niveau des gardes-côtes, à commencer par s'intéresser à la préservation de cette espèce, ou simplement parce qu'il y a une conjonction d'action? Il y a une conjonction d'action. Vous savez, le volet le plus important, c'est la sensibilisation, c'est l'éducation. C'est amener les gens à prendre conscience d'abord de l'importance de ces ressources, mais aussi des menaces qui pèsent sur ces ressources. Vous savez, dans notre pays, comme je disais tout à l'heure, la pratique était aussi... Bon, quand vous voyez une tortue venir sur une plage, ce n'est pas mauvais de considérer la tortue comme de la viande. Et ça dit, ça se tue, ça se mange. Mais des constats ont été faits au niveau national, au niveau régional et au niveau international que ces espèces sont en train de disparaître, pas à cause de différents facteurs. Le premier facteur, on parle, vous voyez aujourd'hui l'érosion côtière, qui fait que s'il n'y a pas de plage, il n'y aura pas de ces espèces qui viennent pondre. Parce que dans leur biologie, ces animaux doivent venir sur la plage. Mais quand ça vient, c'est les populations qui les consomment. Et là, ça constitue un danger parce que quand les tortues viennent pour pondre, si on les attrape systématiquement, on les mange. Si on collecte les œufs, on mange. Si on trouve les bébés, on prend pour aller s'amuser avec. Avec le temps, ces espèces vont disparaître. On parle aujourd'hui des dinosaures que nos générations n'ont pas trouvés. C'est comme ça qu'on risque de parler des tortues parce qu'il y a de très graves menaces. Maintenant, les sensibilisations, l'application des réglementations, c'est ça, les conjonctions d'actions ont permis à ce que la prise de conscience a commencé petit à petit. Ce qui a conduit à la d'une façon estimative, quand on prend une tortue qui vit au niveau de la côte pour pondre, c'est à peu près combien d'œufs? Ah, une tortue. Les tortues, il y a différentes espèces de tortues. Nous avons la tortue verte, nous avons la tortue olivâtre, nous avons la tortue imbriquée, nous avons la tortue couane, nous avons la tortue lutte. La tortue lutte fait un peu de différence avec les autres tortues. Vous savez, c'est des tortues qui peuvent atteindre jusqu'à 800, 900 kilos. Un seul animal, ça veut dire qu'une seule tortue sur la plage peut aller de 400 à 900 kilos. C'est des animaux assez lourds et assez impressionnants. Ces animaux peuvent donner jusqu'à 120, 130 œufs à une seule ponte. Et quand vous voyez la tortue olivâtre, qui est la plus grande, qui est la plus commune au Bénin, qui vient pour pondre, elle peut donner 140 ou 160 œufs. Et quand il y a l'incubation, on peut avoir des taux d'éclosion jusqu'à 80%. Et comme ça, vous avez plus de bébés qui vont en mer. Alors, M. Sabo, si c'est comme ça, est-ce qu'on peut craindre quand même la disparition d'une pareille espèce? Ça pose problème. Ça ne pose pas problème parce que naturellement, lorsque vous entendez 200 œufs à la ponte, lorsque les bébés naissent à 80% de taux d'éclosion, lorsque les bébés vont naturellement dans la mer, il y a des prédateurs naturels. Et ce n'est que 2 à 3% de ce taux que vous voyez devenir des tortues adultes après. Donc c'est la pression et les impacts négatifs ne sont pas que l'homme, ils sont aussi d'ordre naturel. Donc c'est pour ça que nous disons que si nous voyons ce taux que la nature leur réserve de suivi, il n'est pas bon que nous, en amont, on contribue déjà à détruire. C'est pour ça que nous demandons aux législateurs. Il ne faut pas que nous, en amont, nous puissions
contribuer encore à réduire ces 2%, ces 3% qui vont rester en réduisant la vie des tortues. Il y a des législations qu'il faut respecter. On va tout à l'heure venir tout à l'heure aux règles. Voilà. Mais vous aviez évoqué tout à l'heure, dans votre célébration de la journée du 8 janvier, les Togolais qui vous ont appuyé, ça nous sommes au niveau national, au Bénin. José Abodier nous parlait tout à l'heure d'une lutte nationale, régionale et internationale. Est-ce que véritablement sur le continent, vous notez le même engouement au niveau de vos amis, des autres ONG, des côtes africaines? Moi, j'ai suivi plusieurs fois sur RFI qu'on a attrapé des bébés tortues à Madagascar. Et vous voyez, c'est des espèces intégralement protégées qui bénéficient d'une super protection. Et vous voyez, c'est les Chinois qui vont acheter ces bébés-là. Ils mettent ça dans les sacs, ils dissimulent. C'est à partir de Madagascar que moi j'ai vu que ce n'est pas l'adulte qui compte. C'est ce que je disais. C'est le bébé également qui compte. Les œufs qui comptent. Lorsqu'on voit les bébés dans les sacs dissimulés dans les valises, les bébés dans les valises transportés par des Chinois à l'aéroport, dans des bagages au port, on arrête systématiquement. Les Malgaches sont des exemples sur le continent qu'il faut copier. Il n'y a pas de hasard. C'est pareil au Gabon. Lorsqu'on vous attrape avec ces petites espèces-là, vous croyez que ça n'a l'air de rien. Mais c'est beaucoup qui compte. On a mis de la rigueur dans la protection. L'État a mis tout son droit de regard sur ça. Pourquoi cela ne peut pas être le même ici? C'est cet exemple que moi je donne tous les jours pour dire, mais lorsque vous allez au Costa Rica, comment est-ce que les gens ont pu faire pour qu'on assiste au phénomène de Haribada? Vous ne pouvez pas marcher à la plage. La plage est remplie de tortues. Il n'y a pas de place pour marcher. Et ça, c'est un spectacle que tout le monde vient voir. Ce qui est possible là-bas est possible ici. Il suffit d'aller demander. Pourquoi c'est comme ça chez vous? Malgré les 2%, on arrive à avoir un grand nombre de tortues qui viennent à la plage et ça devient un grand spectacle, un effet touristique qui draine du monde et les gens viennent voir. Est-ce que nous ne pouvons pas voir, nous ne pouvons pas faire de même? Et moi, je vous dis, il n'y a pas de hasard. Je viens de l'Égypte à la 14e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique. J'ai vu un pays, c'est le Costa Rica. Et le Costa Rica s'est fait représenter par son ministre. Venez voir l'intervention de ce ministre par rapport à la défense de l'environnement et de la biodiversité. C'est extraordinaire. C'est un forestier. Et il nous dit tous les moyens pour conserver les ressources de la biodiversité se trouvent dans nos différents pays. On n'a pas à réclamer des aides ailleurs. Pour faire des lois, c'est nous-mêmes. Parce que nous savons ce que ces ressources nous apportent, on le sait. Pour transconvertir ces ressources en biens matériels, nous savons aussi comment le faire. En plénière, il était totalement du côté des communautés locales pour nous montrer qu'il est nécessaire de sauvegarder les ressources de la biodiversité dont les tortues marines font partie. Et c'est un pays de méga biodiversité, je vous en prie. Et on ne s'amuse pas avec l'environnement là-bas, c'est ça. Alors, Josiah Bodiredou, autant de pays cités, Madagascar, Gabon, Costa Rica, où les tortues quand même sont à la limite vénérées, sur le continent, là, surtout au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est seulement le Bénin qui est cité en exemple. Il y a quelques actions également au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous agitez trop cette préservation pour en faire vraiment une grande information, alors que cela ne vaut pas la peine? Non, ça vaut effectivement la peine. Il faut comprendre que les tortues sont des espèces migratrices. C'est des espèces qui appartiennent à l'humanité. C'est ce qu'on appelle des biens publics mondiaux. Les tortues en font partie parce que c'est des espèces qui sont sans frontières, qui vivent en haute mer, mais qui viennent sur une plage pour pondre et l'année suivante ou 2 ans après se retrouveraient plus loin. Nous avons bagué une tortue ici à Cotonou. Nous avons des bagues qui portent un numéro avec des informations, adresses et autres de nos activités. Et cette tortue s'est retrouvée en Uruguay 4 ans après. Uruguay, ça fait 9000 km à partir du Bénin et ça se retrouve en dessous du Brésil. Vous voyez le trajet que cela a fait. Et la tortue a été pêchée là-bas. Et on a eu les informations en retour que c'est des tortues qui ont été baguées. C'est une tortue qui a été baguée ici. Des tortues sont baguées au Gabon et se sont retrouvées après au Ghana. Des actions se mènent dans différents pays. Il a donné les exemples de Costa Rica, de Madagascar. Mais je vous dis,
Et depuis environ 2 mois, nous sommes en train de travailler pour la mise en place d'un réseau sur les tortues marines en Afrique de l'Ouest. Et des actions se menaient déjà au niveau du Gabon, du Cameroun et du Sao Tomé Principe. Mais aujourd'hui, au niveau Afrique de l'Ouest, du Nigeria jusqu'au Libéria, nous sommes en train de mettre en place un réseau. Nous avons commencé des échanges. Je vous dis, c'est surprenant ce que nous avons eu ces derniers jours. C'est dit que de mi-décembre à maintenant, nous avons enregistré plus d'une quarantaine de tortues luttes qui soient venus sur des plages, et c'est grâce aux réseaux sociaux que nous avons communiqué. Nous avons des cas positifs. Le cas du Bénin, c'est que le 10 janvier dernier, une tortue lutte est venue pondre pratiquement sur la plage du 10 janvier, à 4 h du matin et à 22 h, et que nous avons eu l'occasion d'aller filmer, sauver les œufs collectés et mis en incubation. Mais du même côté, au même niveau, au niveau du Togo, nous avons eu des cas de tortues retrouvées sur la plage qui sont venues pondre. Au niveau du Ghana, nous avons eu plusieurs cas. Plus de 80 tortues en moins d'1 mois ont été recensées sur ces plages. Mais tout n'est pas rose. Nous avons des zones où les tortues ont été massacrées. Nous avons eu des images horribles des tortues éventrées par des braconniers. Même à Grand Popo, nous avons eu un cas vers Avlo où une tortue lutte a été tuée et les gens ont ramené la carapace dans un autre village. Les enquêtes sont en cours. Mais dans la sous-région, c'est qu'il y a beaucoup d'actions à mener. Parce que les tortues étant sa défense, c'est que quand les populations, les pêcheurs les retrouvent, on met la tortue sur le dos, la tortue devient de la viande. Mais au moins dans nos pays, il y a de la réglementation et il y a un travail de synergie à faire, mais il y a des actions à faire. Parce qu'il faut remarquer que sur nos littoraux, sur le littoral de l'Afrique de l'Ouest, il y a très peu d'aires protégées. Ça veut dire, comme on parle de parc, aujourd'hui, on parle de parc Pandjari, parc W, on sait que c'est réglementé, les autorités sont là, les scientifiques sont là, les travaux se font, les forestiers sont là. Mais sur nos plages, il n'y a pas. Ça veut dire qu'il n'y a pas 1 cm² de plage au Bénin protégé. Nous avons un petit espace, par exemple, à la Bouche du Roi, qui est considéré aujourd'hui comme une réserve de biosphère du mono, mais il n'y a pas encore les mesures en place pour dire que si une tortue vient à la Bouche du Roi, ne serait pas tuée. Ça veut dire qu'il faut travailler avec les communautés. Et là, nous parlons de protection des espèces menacées dans des espaces non protégés. Et ça, c'est possible. Et c'est le travail que nous avons fait à travers les sensibilisations, formation des éco-gardes. Et on trouve des gens qui sont actifs, qui sont déterminés, volontaires et qui participent à la sauvegarde. Et c'est ces expériences qu'on doit répéter. Voilà, vous n'êtes que ONG, mais est-ce que, comme ça, vous pensez vraiment avoir une action sur les populations, puisqu'il n'y a pas de mesures coercitives? Je vous voyais tout à l'heure en venir, parce que dans les autres pays où vous sentez qu'il y a une législation ferme en la matière, eh bien, vous appréciez cela. Chez vous, ce n'est pas encore le cas, vous n'êtes que ONG. Qu'est-ce que vous pensez que c'est possible encore à faire à ce niveau pour que vos actions portent vraiment? Moi, je pense que 15 ans de sensibilisation par une ONG, l'État doit s'en réjouir et prendre ses responsabilités. Ce que nous ne notons pas ici. On a tout fait. Ça veut dire que vous n'avez mené aucune action pour que l'État puisse vous réaliser que dans ce domaine, il doit pouvoir intervenir. Depuis que la décentralisation est intervenue dans notre pays, et les ressources naturelles sont déléguées, la gestion est dévolue aux communes. Et nous n'avons jamais rien fait à Grand Popo sans impliquer la commune de Grand Popo. Et on les oblige presque pour leur montrer les intérêts qu'ils ont à continuer la lutte, à continuer la protection. Parce que rien que par la protection des tortues marines, ils vont drainer beaucoup de touristes sur leur territoire et ça engrange beaucoup de devises. Nous avons chaque fois invité les autorités du ministère de l'Environnement, des Eaux et Forêts, les ministères des Forces navales. On les a toujours associés. Mais regardez, comment vous pouvez inviter des gens et on demande payer? Vous voyez, je sais de quoi je parle. Donc, ils ne se sentent pas concernés par la protection de ces ressources-là. Tout ce qui compte pour eux, c'est les parcs. Mais il n'y a pas que les parcs qui font du tourisme dans un pays. Comme il a parlé, et comme il vient de parler, il y a des aires marines protégées, des aires communautaires protégées. Il y a beaucoup de choses qui peuvent constituer des atouts touristiques dans un pays. Moi, je pense que les lois existent. Si les lois existent, comme le fait Madagascar, nous sommes capables de le faire ici. Les 7 tortues
ne nous servent presque à rien pour les autorités que nous avons, qui ont le droit régalien de protéger ces espèces-là. Moi, je suis désolé. Et le dernier post que moi j'ai mis sur la manifestation de Grand Popo, j'ai dit, mais 15 ans de travail par une ONG, il est temps que l'État prenne ses responsabilités en accompagnant tout simplement et en disant, même si ce n'est pas le 8 janvier qui le plaît, à la saison, on connaît la saison. À cette saison-là, nous mettons les forestiers, les forces navales à contribution sur la plage. La plage n'est pas longue. C'est 125 km seulement de plage que nous avons. Et ce n'est pas toutes les plages. Il y a des zones stratégiques qu'on peut seulement cadrer et on va voir que les choses vont mieux marcher. Ce que nous voyons, c'est des volontaires, des touristes qui ne sont même pas béninois, des étrangers qui ont vu que dans leur pays, ces espèces sont protégées. Et c'est eux qui amènent, qui nous donnent la lettre. Ah oui, on a vu des espèces ici, on appelle nature tropicale. Et c'est aujourd'hui, vous parlez de tortue marine, ce n'est pas la nation, c'est nature tropicale. Tout comme si la tortue appartenait à la nature tropicale. Ça, moi je pense qu'il faut féliciter la nature tropicale pour ça justement, mais il faut qu'on dépasse ce cap pour que l'État prenne ses responsabilités pour considérer. Parce que ce n'est pas au Bénin, c'est des espèces intégralement protégées par les différentes conventions ratifiées par le Bénin. On ne peut pas rester longtemps dans ce statut-là. Ce n'est pas possible. José Aboudjrenou, 15 ans de sensibilisation au profit donc des tortues marines. Vous notez que l'autorité reste quand même à l'écart de ces différentes initiatives. Mais est-ce que vous avez saisi officiellement pour que des mesures soient prises à ce niveau? Soyons sincères. Voilà, je crois qu'il y a encore du travail à faire. Vous savez, quand vous n'êtes pas éduqué d'une certaine façon, et à l'âge adulte, on vous dit c'est ça que vous allez appliquer aux gens, ça commence pas à poser problème. Parce que vous-même, vous n'êtes pas encore vraiment sensible à la chose afin d'éduquer d'autres. Et là, c'est du sérieux problème qui se pose parce que on ne peut pas prendre toute notre jeunesse et tout le temps de notre vie à continuer à sensibiliser. Je crois, comme l'a dit Sagbo, c'est qu'il y a des réglementations dans notre pays. Il y a des tests. La loi portant régime de faune, qui est une loi prise, ça fait plus d'une dizaine d'années avec les décrets d'application et autres. Et dans cette loi, il y a des espèces intégralement protégées, dont les tortues marines. Le problème qui se pose, c'est que la loi est sur papier, mais l'application pose autre problème. Et normalement, ça ne posait pas de problème, parce que si chaque acteur jouait son rôle, ça ne poserait pas du tout de problème. Les populations sont bien sensibilisées. Avant, à Togben ici, ou à Fidrosset, vous voyez des gens se balader avec tortues, et ils viennent au bord de la route pour vendre tortues. Pour vendre tortues sur la voie derrière l'aéroport. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir quelqu'un en train de se promener avec tortue? Non. Les personnes ne se promènent avec tortue parce que tout le monde sait que c'est interdit. Maintenant, si quelqu'un attrape une tortue, il ne va pas mettre devant toujours son ventre pour dire parce que j'ai faim. La loi savait que tu as faim, mais la loi dit la tortue est en train de disparaître, il ne faut plus tuer. Ça veut dire que nul ne peut censé ignorer la loi. Ça veut dire qu'il faut tout faire et contribuer à la protection. Et nous pensons que nous ne sommes plus à l'étape où on continue à sensibiliser. C'est l'étape de la répression. Il faut réprimer suivant ce que demande la loi. Mais deuxièmement, il faut voir avec ces communautés comment valoriser leur effort de conservation. Quand nous donnons les exemples de Costa Rica, du Brésil et autres, c'est que les gens ont travaillé pendant un temps et ça a commencé par attirer du monde. Et à Grand Popo, aujourd'hui, je crois que la journée des tortues marines attire du monde, attire des touristes. Mais pourquoi ne pas mettre ça dans un programme au niveau national pour attirer plus? Vous savez, comme l'a dit Sago tout à l'heure, c'est que pendant la période de ponte, ce n'est pas toute l'année la tortue devient un problème ni pour le pêcheur, ni pour ceux qui viennent sur la plage. Il y a la saison de ponte. Pendant la saison de ponte, il doit y avoir un plan d'urgence de sauvegarde des tortues marines. Vous savez, en 2018, cette saison qui est en train de finir, qu'est-ce que nous avons noté? Il y a beaucoup de cas de tortues mortes retrouvées sur la plage. Et vous avez posé la question tout à l'heure, est-ce qu'on a saisi l'administration? On a saisi les autorités. Il y a eu beaucoup de cas de tortues mortes retrouvées sur la plage. C'est dû à quoi? C'est dû à la pêche illicite. Il y a des gens qui utilisent des filets interdits. Il y a des gens, les tortues rentrent dans leur filet. Au lieu de libérer la tortue, blessent la tortue, abandonnent.
et la tortue se retrouve sur la plage. Et nous avons écrit à l'administration pour demander qu'on s'asseye pour voir quelles sont les mesures à prendre. Vous savez ce que l'administration a fait? Les gens ont choisi d'organiser des missions pour aller sensibiliser. Ces sensibilisations qu'on n'a pas fait, on a déjà fait beaucoup de sensibilisation. Mais maintenant, voilà un cas précis où on connaît les acteurs qui sont à la base de ces massacres. Il faut réunir ces acteurs, il faut leur mettre les points sur les i. Ça, c'est dans l'application de la loi. Mais la plupart du temps, vous pensez que ce sont les pêcheurs locaux ou les pêcheurs... Voilà, il y a des pêcheurs locaux, mais il y a des bateaux, il y a des chalutiers, que c'est ça que j'appelle la pêche illicite. Il y a des chalutiers qui sont incontrôlés, qui viennent proches de nos côtes et qui savent que quand ils ont des tortues dans leur filet, ils ne peuvent pas les utiliser, ils ne peuvent pas les vendre, ils les abandonnent. Mais c'est que pendant cette période, on réglemente plus la pêche, on contrôle plus la pêche et on aurait donné plus de chances aux tortues. En donnant plus de chances aux tortues, on donne plus de chances à avoir plus de poissons, à avoir plus d'activités alternatives pour les communautés. Nous avons des exemples simples. Vous allez à Malindi au Kenya, il y a des aires marines protégées où c'est les pêcheurs qui servent de guide. Vous allez au Costa Rica, c'est les pêcheurs qui... Pendant la période de non-tortue sur les plages, c'est les pêcheurs qui amènent les touristes en mer pour aller... Vous savez, c'est dit, j'ai l'impression qu'on est à court d'idées. Et nous n'avons rien à inventer. Il y a des choses qui se passent dans la sous-région, dans la coopération sud-sud. On peut apprendre beaucoup de choses. Il ne sait que les appliquer chez nous et on a les résultats. Je sais, oui, vous n'allez plus revenir sur la législation parce que ça vous tient vraiment à cœur, mais au-delà de l'homme qui est un véritable prédateur pour l'environnement en général et cette tortue en particulier, il y a aussi que la nature joue son rôle. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, il n'y a pas que l'homme qui les tue, mais il y a aussi qu'il faut sauvegarder face au changement climatique aujourd'hui les côtes. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Oui, mais au niveau des côtes, tout ce qui est naturel, nous ne pouvons rien contre ça. Et le peu qui nous reste, nous devons... Changement climatique, c'est quoi? C'est aussi l'homme. L'homme doit voir quelle est ma part dans l'aggravation des changements climatiques. Si on peut réduire la part de l'homme, il n'y a pas de problème. Mais les changements climatiques, moi je ne sais pas comment on peut dire, les changements climatiques, oui, peuvent impacter un peu la vie des tortues marines. Mais parlons plutôt des pollutions, les déchets, les tonnes de déchets que les gens vont mettre, jeter dans la mer. Parce qu'il faut dire, les tortues, les premiers jours, passent leurs premiers jours à la plage. C'est-à-dire que les œufs, du dépôt des œufs à l'éclosion, et le premier jour des tortues, ça se passe à la plage. Mais le clair du temps des tortues, c'est dans la mer. Mais allez voir les tonnes de déchets. Si bien que chaque année, on va peser la quantité de déchets déversés dans la plage par les industries. Non, c'est pas sérieux. On ne peut pas continuer avec ça. Moi, je pense qu'il faut, dans le cas des tortues marines, parlons plutôt des déchets que des changements climatiques. Les changements climatiques, pour nous, en tout cas, c'est naturel. Ce que les gens font là-bas, c'est leur problème. Mais, à part le réchauffement de la mer, et de tout ça, si la tortue peut s'adapter à ça, il n'y a pas de problème pour ça. Mais ce que nous devons craindre ici, c'est les déchets, les tonnes de déchets qui étranglent, tuent tous les jours les tortues. Ils mettent des carburants, ça empoisonne les tortues. C'est tout ça là qu'il faut dénoncer et trouver des solutions durables à ces gens. Vous voyez des tortues entrelacés dans des filets, ils avalent des choses, ils font des trucs, mais nous ne sommes pas prêts à changer. Lorsque les gens sont dans les bateaux, tout ce qu'ils mangent dans les bateaux, ils déversent des carburants, les trucs. Non, ce n'est pas sérieux. Il faut une grande sensibilisation. Je ne dis pas que c'est au Bénin que ça se fait, c'est sur le plan international que ça se fait, et je pense que vraiment, il faut changer de comportement. L'autre chose que nous devons dire ici au Bénin, moi je pense que interroger tous ceux qui sont partis au Sénégal pour aller voir l'île de Gorée. Ça fait plus de 4 fois que moi je suis allé à l'île de Gorée. Il n'y a presque rien là-bas. Il y a un parolier qui parle. Et tout le monde a tendance à aller voir ce parolier-là, à aller l'écouter. À part ça, il n'y a rien. Qui a donné cette envergure, cette renommée internationale à l'île de Gorée? C'est Wade. Il a profité d'une conférence sur la francophonie pour mettre en épingle, c'est-à-dire sur à l'international, l'île de Gorée. Et tout le monde a envie d'aller voir l'île de Gorée. On a mis des bateaux, on a mis des conditions de facilité. Tu vas là-bas, c'est pour écouter seulement un parolier. Mais pourquoi ici,
Un chef d'État ne peut pas dire nous avons des tortues luttes, on a des tortues ceci, on a la plage, on a des plages même propres, nous en avons. Et il prend ça pour dire en dehors des parcs ou bien en plus des parcs, nous ajoutons à notre arsenal touristique la richesse des tortues marines et nous devons les célébrer. Je vous assure, lorsque ça vient de la bouche de chef d'État, tout le monde croit et on dit nous irons voir. Nous avons installé la pauvreté nous-mêmes là. On a des richesses, mais nous avons mis autour de la richesse de la pauvreté et nous les dévalorisons tous les jours. On a un regard sur un seul truc et ça ne marche pas. Non, on ne peut pas. Nous devons exhorter nos autorités à explorer tout ce qui peut concourir à l'éclosion du développement touristique dans notre pays, dont l'entreprise sur les tortues marines. C'est beaucoup. On en a vu, c'est pourquoi nous en parlons. Moi, je vous assure encore, si on dit Égypte, vous allez à Sharm el-Sheikh. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est une zone désertique, mais les gens ont trouvé l'intelligence d'aller installer tous les hôtels de haut de gamme du monde entier à Sharm el-Sheikh, des hôtels qui s'élisent sur des centaines d'hectares. Vous voyez? Et si bien qu'aujourd'hui, les grandes conférences qui se tiennent en Égypte, c'est à Sharm el-Sheikh. Et ça draine du monde. Ils ont valorisé. Beaucoup de pistes donc, que le gouvernement peut exploiter. Voilà. Josiah Bodjan, puisque vous parlez de grands propos, c'est d'ailleurs là que vous célébrez la plupart du temps les journées des tortues marines. Il y a le lac Tohou qui se jette quand même au niveau de cette région dans la mer. Tout dernièrement, on a eu des tonnes de poissons qui sont morts. On ne sait vraiment pas de quoi. L'ONG Nature Tropicale, avec ses ONG satellites aussi, vous êtes monté au créneau pour dénoncer le fait, l'inaction des autorités, la façon lapidaire avec laquelle un rapport a été rendu dans ce domaine. Est-ce que vous pensez qu'avec M. Sabo qui parlait des polluants, à ce niveau aussi, il y a un travail à faire? Il y a vraiment du travail à faire. Vous savez, quand j'entends que notre pays, on donne priorité à faire des échangeurs, je deviens un peu triste. Parce que si l'argent qu'on trouve pour mettre priorité pour les échangeurs, si on prend cet argent pour aménager la baie de Cotonou, hein, on aurait sauvé beaucoup de vies au Bénin. Vous parlez de lac Tohou où il y a eu des poissons morts. Vous savez combien de poissons accumulent des produits chimiques dangereux que nous consommons au quotidien? Tous les jours. Si on aménage les berges là, quel que soit le milliard que ça va, les milliards que ça pourrait prendre entre l'ancien pont de Cotonou jusqu'au lac Nokoué, de part ou d'autre, on aurait sauvé beaucoup de vies. Voilà encore des priorités que des gouvernants prennent du temps à prendre. Et là, c'est un problème de santé publique. Et aussi, c'est un problème de l'esthétique et au niveau environnemental. Quand un touriste vient dans mon pays et passe sur le pont et jette un coup d'œil au-dessous du pont, cette image-là reste. Nous avons déplacé, nous avons eu des occasions de déplacer des touristes pour des petits essais à partir du pont de Cotonou pour aller sur le lac. Je vous dis, c'est à l'intérieur que les touristes ont dit, nous on ne reviendra plus jamais ici. Et ça là, ça date de plus de 50-10 ans. Et jusque-là, on n'a pas mis ça dans les priorités. Et on va faire des échanges ailleurs, on va faire des trucs. C'est bien pour le développement, c'est bon. Mais il y a encore d'autres priorités. Et ça là, ça concerne tout le monde. Parce que le poisson que tu consommes chez toi, tu ne sais pas là où on l'a pêché. Vous savez que sous le pont, il y a quelques années, on a constaté, les gens viennent faire la teinture, des pagnes, des trucs comme ça. Tous les polluants que ça dégage, directement déversés dans le lac. Donc au-delà des tortues qui sont tuées, il y a la vie humaine aussi menacée. La vie est menacée. Tous ces déchets qu'on dépose à Dantokwa se retrouvent en mer. Parce qu'en marée haute, tout ça là se retrouve en mer. C'est dit, nous nous rendons malades au jour le jour, mais on pense que le développement, c'est faire autre chose. Là, il faut que notre développement se base aussi sur la gestion de notre environnement au quotidien. Parce que ce problème-là, c'est un problème commun, c'est un problème de santé publique. C'est tout le monde. Parce que un politicien, le plus grand que possible, peut être tranquille dans sa maison, il serait invité dans un bon hôtel, il va manger un bon plat, mais qui proviendrait d'un poisson qui serait pollué par le comportement mauvais des hommes. C'est nos petits gestes au quotidien avec les déchets qui amènent ces problèmes. Ces déchets qui se retrouvent là, ces plastiques se retrouvent en mer. Les tortues prennent et meurent. On les retrouve après sur les plages. Il y a beaucoup de choses
encore à faire. Et je crois que c'est l'occasion d'interpeller les autorités à penser à comment améliorer ces situations. Autre chose, comme le dit mon ami tout à l'heure, c'est dit, aujourd'hui, les priorités du gouvernement, c'est le développement et du tourisme balnéaire. Je crois qu'il y a des choses à faire. C'est que dans ce développement, le touriste ne vient pas seulement parce qu'il veut profiter du vent marin, mais il veut aussi voir aussi des ressources telles que la mangrove. C'est déjà très bien, mais il peut aussi voir les tortues, il peut voir le lamantin, il peut voir des espèces animales, des oiseaux qui flottent. C'est qu'on doit mettre tout ça en synergie. Mais il y a un danger. Avec la construction des infrastructures proches de la côte, ça devient une grave menace encore pour les tortues. Tout ça doit être pris en compte. Si on met des lampadaires entre l'aéroport de Cotonou et Ouida, on n'aura plus de tortues au Bénin. Sur cet espace-là, les tortues ne viendront pas. La conséquence, c'est quoi? C'est que quand la tortue voit la lumière, parce que la tortue ne vient pondre que la nuit, quand la tortue voit la lumière proche de la côte, la tortue est effrayée, ne peut plus venir. Mais si par hasard la tortue... Comment réaliser ces infrastructures? L'étude d'impact environnemental a été quand même réalisée. Vous étiez où? Vous n'avez pas donné ces conseils? Écoute, je crois que c'est l'occasion. Ce n'est pas encore tard. Pour le moment, on n'a pas encore vu les lampadaires, mais nous attirons l'attention. Les études ont été réalisées. On n'est pas obligé d'être associé à tout. Mais en son temps, on attire l'attention pour que les choses se corrigent. On n'est pas contre le développement, mais il faut du développement durable, en tenant compte des autres ressources. Il y a une autre conséquence. Si les tortues, par hasard, venaient pondre, mais quand les bébés naissent, Sagwa dit tout à l'heure, ils ont 45 jours les œufs dans le sol, sur la plage. Quand le sol est pollué, la tortue peut déposer les œufs ne donneront pas de bébé. Maintenant, quand les œufs donnaient éventuellement les bébés, le premier jour du bébé, quand le bébé voit la lumière d'un côté, le bébé prend la direction de la lumière. Et quand le bébé vient vers la route, au lieu d'aller en mer, à 3 heures de temps, le bébé est mort. Alors que le bébé a moins de 10 minutes ou 15 minutes pour aller en mer. Mais si ça fait 2 heures pour aller vers la route, à cause de la lumière, voilà les conséquences. Nous n'avons pas à inventer quelque chose. Dans d'autres pays déjà avancés, les gens ont déjà des résultats. Nous, Africains, c'est de voir comment adapter ces résultats à nos contextes pour ne pas... Quand nous aurions tout détruit, le Bénin ou les Africains ne sont pas aussi résilients pour reconstituer. C'est pour cela qu'il faut donner l'alerte et il faut agir maintenant. Bon, on sait que vous êtes tous responsables d'ONG. Est-ce la plupart du temps, parce que le pouvoir ne vous accompagne pas au plan financier, que vous avez tous ces cris d'alarme? Est-ce que vraiment il y a urgence? J'ai entendu, moi j'entends souvent une association des consommateurs qui dit, chaque fois qu'on l'interpelle, il dit que les gens n'ont pas cotisé. Non, ça c'est une fuite de responsabilité. Que l'État donne l'argent ou pas. Personne ne t'a obligé à dire, je m'engage dans telle lutte, pour telle cause. Tu fais comme tu peux et tu laisses le reste à la génération qui arrive. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de transmettre ce que nous avons fait, ce que nous faisons et ce que nous pensons qu'on doit continuer à faire à la jeunesse qui nous suit. Et je pense que ça se fait. Rien que pour ça, moi je suis fier. Je ne m'attends à rien d'un État africain qui est encore pire encore un État béninois. La priorité des Béninois, c'est les élections, c'est la politique politicienne. Rien ne les concerne en ce qui concerne le développement pur. C'est pour cela que nous faisons ce que nous faisons et nous demandons à chaque Béninois, à chaque citoyen, de prendre ses responsabilités pour dire, à part moi, plus rien ne se passera. Si vous confiez votre sort aux politiciens, rien ne marchera. Vos idéaux seront enterrés et point final. Donc moi, ce que je demande, s'ils bavardent, ils tiennent leur discours et les gens peuvent saisir l'opportunité de ce discours pour aller chercher les moyens et les accompagner, il n'y a pas de problème. Mais attendre qu'ils viennent faire à notre place là, c'est du leur et rien. Si tu es là, je vous ai dit, plus de 15 ans, c'est quoi ça? On n'a plus rien à faire et on laisse, même si c'est jour ouvrable, on est à Grand Popo, on est partout, on a installé les éco-gardes. Ce qu'on a investi pour ces éco-gardes, si nous devons aujourd'hui évaluer tout ça, nous allons nous engager dans la déception. Mais lorsque tu es déçu, tu perds tout l'espoir et tu ne continues plus. Il n'y a pas de suite pour toi. Donc, nous pensons que ce que nous avons semé, ça va absolument donner quelque chose. Et nous pensons que la jeunesse, les enfants, les élèves, les étudiants vont continuer ce que nous avons entrepris. Et au niveau des communes, au niveau local, ça va donner quelque chose. Et c'est ça seulement qui va rester.
Et rien que ça, nous serons déjà contents. Mais pas chez les politiciens, rien du tout d'espérer, rien. Je ne crois pas que ce soit votre dernier mot, mais c'est peut-être votre conclusion déjà pour cette émission. José Abou-Diallo, on va bientôt sortir donc de cette émission. La sensibilisation et après, c'est le grand thème central autour duquel nous avons discuté. Vous avez sensibilisé 15 ans durant. Vous avez pensé aujourd'hui qu'il faut passer à la phase répressive. Qu'est-ce que vous attendez des autorités à part l'argent? Voilà, nul ne peut dire s'il trouve l'argent, il va refuser parce qu'il n'y a pas de social sans l'argent. Mais l'argent n'est pas la priorité. Ah bon? Non, l'argent n'est pas la priorité. C'est que nous sommes arrivés à l'étape où il faut amener chaque acteur à jouer son rôle. Vous savez, les tests, selon notre constitution, chaque Béninois a droit à un environnement sain, durable et a l'obligation de les défendre. Et a le devoir de les défendre. L'État a l'obligation de l'accompagner. Et l'État, il faut amener cet État à accompagner la préservation de l'environnement. Ce n'est pas seulement de prendre les tests, mais c'est dans l'application des tests. Et c'est le travail que nous essayons de faire maintenant. On accompagne chaque acteur. Vous savez, quand quelqu'un commet une infraction, quand vous vous retrouvez dans un milieu, dans votre quartier, où quelqu'un pollue l'environnement, vous subissez, mais vous ne dites rien. L'État ne viendra pas vous aider. Personne ne viendra vous aider. Nous devons sensibiliser les gens pour que, d'abord, celui qui est impacté négativement par un comportement de son prochain au niveau environnemental puisse savoir où se plaindre. Et maintenant, quand il se plaint, peut-être à la police, à la gendarmerie, ou bien chez les forestiers, mais ils ont l'obligation d'agir. L'obligation, je dis. Et s'ils n'agissent pas, vous portez plainte directement au tribunal. Maintenant, il ne suffit pas de porter plainte au tribunal, c'est que la police, ou bien le policier, ou le forestier doit faire PV. Nous travaillons à ce que chacun joue son rôle. Mais quand ça va à la justice, vous savez que les juristes, les magistrats chez nous, beaucoup de magistrats ne sont pas spécialisés en ce qui concerne la gestion de la faune, c'est-à-dire la loi sur la faune. Vous savez, voilà une loi prise depuis 2004, mais qui n'est pas connue de beaucoup de magistrats de notre pays. Ce n'est pas leur priorité parce que personne n'amenait ces infractions vers eux. Ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait à ce que, au niveau de nos juridictions, ces lois soient prises. Il faut qu'on ait des avocats qui puissent défendre les intérêts de l'État et de l'environnement. Et il faut que l'État s'engage pour amener loin, pour amener les gens à protéger la ressource et aussi que l'État travaille, comme nous, au niveau des ONG, qu'on travaille en synergie pour que les communautés tirent profit de ces ressources. Et cela permettra de lutter contre la pauvreté aussi. Merci à vous, Joséa Dossou Boudrenou, directeur nature tropicale ONG, vétérinaire naturaliste. Patrice Sabo, vétérinaire naturaliste, directeur de ADED ONG. Merci à vous également. La préservation donc des tortues marines, la sensibilisation. Et après, c'est bien sûr de ce thème que nous avons parlé. Vous estimez que la phase de sensibilisation, elle a déjà assez duré. 15 ans, ce n'est pas rien. Il faut donc que l'État soit regardant, un peu comme au Madagascar, au Gabon, au Costa Rica et beaucoup d'autres pays en Afrique, que le Bénin passe donc de la phase de sensibilisation à la phase répressive avec cette espèce protégée partout dans le monde le soit également au Bénin. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Ici et Ailleurs consacrée donc à la protection des tortues marines. À très bientôt sur Sika.